très rapidement, on peut avoir un retour sur investissement. Il suffit d'un test pour rentabiliser 1 an de collaboration. On a travaillé avec Boku, on a travaillé avec Hôtel Mafouf de Lena Situation. Plusieurs marques qui sont passées dans Qui veut être mon associé, que ce soit du Detective Box, du Humble Plus et d'autres. Les résultats ont été juste insane. Je crois que c'est plus 16-17% de revenus par visiteur, ce qui correspond à peu près pour cette marque à plus 35 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et je m'étonne toujours quand j'ai des personnes en appel qui font déjà des millions, voire une dizaine de millions à l'année, qu'elles viennent pour un service de CRO pour la première fois. Un site qui n'évolue pas, c'est un site voué à disparaître, concrètement. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en 2 pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Andrea, comment ça va? Salut Thomas, super bien, et toi? Ouais, ça va très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Andrea d'être aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Club Croissance. Andrea, je t'ai vu plusieurs fois passer dans mon fil LinkedIn, toujours avec plein de bons conseils autour du CRO, de l'UX et évidemment de l'e-commerce. Donc ça va être notre sujet du jour. On va parler de 3 tests à réaliser quand on est une marque e-commerce. 3 tests simples à la portée, on va dire, de tout le monde, en tout cas assez basiques à réaliser, mais qui pour autant peuvent apporter des vrais résultats. Ouais. Donc on rentrera dans le sujet dans quelques minutes, parce qu'avant ça, je vais te demander de te présenter. Pas de souci, effectivement, on va discuter un petit peu de tests et effectivement des tests plutôt simples que tout le monde pourra mettre en place très rapidement et très simplement. Mais avant ça, je m'appelle Andrea, je suis le cofondateur de l'agence de CRO Over. On s'adresse effectivement à des marques e-commerce type plutôt des NVB. On a travaillé avec beaucoup de gros comptes clients, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter juste après. Et voilà, en quelques mots, où on en est aujourd'hui. Yes, très bien. Bah, effectivement, rentrons directement dans le vif du sujet. Quels sont tes clients? C'est vrai que, enfin, je fais un petit teaser, mais tu as de très belles références, ce qui m'a aussi donné très envie de t'inviter aujourd'hui sur le podcast, parce que clairement, ces références sont aussi synonymes de l'autre côté d'une vraie compétence de ta part sur ces sujets du UX et de CRO. Ouais, effectivement, on essaie toujours de faire évidemment le meilleur travail possible et ça a plutôt bien réussi puisqu'on a pu travailler entre autres, alors plusieurs marques qui sont passées dans Qui veut être mon associé, que ce soit du Detective Box, du Humble Plus et d'autres. On a travaillé avec Boku, on a travaillé avec Hôtel Mafouf de Lena Situation, donc pas mal aussi. On a beaucoup de belles marques en fait. On travaille uniquement même avec des marques plutôt qui ont un bel impact sur le monde. Ça a quand même tout simplement une importance pour nous. Et c'est ce qu'on essaie de privilégier. On a travaillé avec des dizaines de comptes et qui génèrent tous des millions de chiffres d'euros d'affaires annuels. Yes, très bien. Top. Et tu peux nous expliquer concrètement ce que tu fais avec ces marques? Ouais, bien sûr. Donc, comme je le disais, on a une agence de CRO. CRO, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Conversion Rate Optimization. Donc, comme le nom l'indique, le but, c'est d'aller optimiser taux de conversion et aussi le panier moyen pour les marques avec lesquelles on travaille. Et de façon plus générale, nous, on englobe ça dans le revenu par visiteur. On entend souvent, on entendait du moins souvent que un visiteur devait ramener 1 euro sur le site. On entendait beaucoup ça à l'époque. Je trouve que c'est
assez, enfin disons que c'est une sorte de petite aberration entre guillemets, puisqu'évidemment toutes les marques sont différentes. Nous, notre optique, c'est non pas d'aller chercher ce 1 euro par visiteur ou plus, peu importe. Notre but, c'est toujours d'aller l'augmenter, ce ratio, et de permettre à la marque, via différentes optimisations, via de l'UX design entre autres, de tout simplement générer plus d'argent, d'avoir plus de ces visiteurs qui vont passer commande et qui vont passer commande de préférence pour des paniers qui sont assez importants. Voilà en quelques mots ce qu'on fait quand on a une agence de CRO. Très clair. Et justement, c'est intéressant cette notion de revenu par visiteur. C'est vrai qu'on en a déjà entendu parler il y a quelques temps. J'ai l'impression que c'est un sujet qui a été parti un peu au fond du tiroir, si on peut le dire comme ça. Le revenu par visiteur, c'est intéressant que vous vous basiez dessus. Donc toi, ce que tu fais ou la manière dont est jugé ton travail, c'est le fait d'augmenter ce revenu par visiteur. Vous faites un constat au départ et un constat ensuite. Ouais, totalement, principalement en lançant des A/B tests. Donc en fait, on a l'outil, on pourra aussi en discuter après, l'outil qu'on utilise qui va nous montrer quand on lance un A/B test, et je pourrais aussi le définir, ça pourrait être intéressant, de voir la version de base face à la nouvelle version avec la supposée optimisation. Est-ce que on augmente ou on diminue le taux de conversion, le panier moyen, et donc aussi le revenu par visiteur et le profit par visiteur si on veut être encore plus précis. Et bien d'autres métriques, mais celles-ci sont les principales qui vont concerner toutes les marques sur lesquelles on va bosser concrètement. Très bien. Avant de rentrer dans le sujet de la BTS, vous aujourd'hui, vous faites essentiellement du CRO ou est-ce que ça vous arrive aussi de prendre, enfin de travailler sur le développement d'un e-shop du début à la fin? Alors non, on l'a déjà pas mal fait les années précédentes. C'est vrai que j'en ai pas nécessairement parlé, mais que ce soit Camille, qui est mon associé, et aussi ma copine, ou moi-même, on a une grosse expérience en e-com, et elle avait aussi une grosse expérience en agence, où justement elle avait une agence de branding, où elle a plus d'une fois créé des nouvelles marques. Mais c'est plus aujourd'hui ce qu'on propose. On a besoin de data, on a besoin d'avoir un trafic assez constant pour pouvoir tirer des conclusions, enfin émettre des hypothèses, puis tirer des conclusions. Et donc maintenant, on se concentre uniquement sur des marques qui tournent bien et comme je le disais, qui vont générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Très bien, top. Donc aujourd'hui, on a un expert 100% CRO qui a bossé avec Boku, Detective Box, Humble Plus, comme tu le disais tout à l'heure. Donc on a de la chance et je suis sûr qu'on va avoir de très bons conseils. C'est gentil. Donc on va orienter plutôt ces conseils sur la partie test. Est-ce que Ouais. déjà tu peux nous donner davantage de précisions sur ce qu'est un test, ce qui n'est Mhm. pas un test, etc. Ouais, alors effectivement, dans le métier de CRO, moi je vois deux parties. Je le divise vraiment en deux parties. La première, c'est ce que on va appeler les quick wins. Je suis pas nécessairement très fan de cette expression, mais en gros, les quick wins, c'est on a vérifié plus d'une fois, on sait que c'est une bonne pratique et c'est donc une optimisation qu'on va pouvoir implémenter directement sur le site sans chercher à la tester et à vérifier scientifiquement, si tu veux, que c'est la bonne hypothèse et que du coup on va optimiser ce fameux revenu par visiteur. Ça, c'est un quick win. Souvent, ça va être des frictions qu'on constate sur le site, des bugs, des choses comme ça. Ou sinon, ça va être, voilà, comme je le disais aussi, des choses sur lesquelles on a des quasi-certitudes, on n'est jamais certain à 100%, mais on est très, 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 très confiant. Et donc là, on peut l'implémenter directement. Mais à côté de ça, ce que beaucoup entendent par le CRO, généralement, on parle plutôt de l'A/B testing. Et à ce moment-là, l'A/B testing, c'est tout simplement prendre deux versions. La version de contrôle, qui est la version actuelle du site, et une version B, qui est supposée être une version optimisée. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On a émis une hypothèse, on a préparé cette hypothèse, et du coup, on va la confronter au marché, hein, au trafic, en divisant le trafic, en envoyant une partie. Généralement, on fait 50-50, une partie sur la version A et 50% sur la version B. Et on voit tout simplement quelles sont les métriques qui en ressortent. Est-ce qu'on gagne en taux de conversion, en panier moyen, en revenu par visiteur, etc. Donc voilà ce qu'est le CRO. Sont ces deux grands pôles, mais dont le plus important serait plutôt l'A/B testing, puisque c'est celui qui nous permet d'avoir le plus de certitude et qui nous permet aussi d'avoir les plus gros gaps de conversion. C'est là où on va pouvoir aller chercher vraiment des points de conversion, de panier moyen incrémentaux et aller chercher beaucoup plus de perfs. Ouais. Et justement, pour pouvoir tester ces pages produits, donc ça veut dire que moi, je peux, par exemple, cliquer sur une publicité d'un de tes clients, Mhm. arriver sur une version de landing page, Ouais, totalement. et mon voisin fait la même chose, il arrive sur
la même landing page, mais une autre version, c'est ça? La même landing page avec généralement une seule variante, une seule chose qui est modifiée, justement pour isoler cette modification et pouvoir mesurer son impact sur le site sur des volumes assez importants. D'accord. Et Exactement ça. donc, tu en parlais tout à l'heure, mais si je comprends bien, vous utilisez un logiciel pour faire ça? Ouais, alors il y en a un paquet qui existe. Nous, on utilise celui qui, à mon sens, est le plus répandu, le plus apprécié, justement, qui s'appelle Intelligems, qui fait parfaitement le taf. Il y a des mises à jour assez fréquentes en plus, donc c'est un très bon outil et c'est ce qu'on utilise pour tous nos comptes clients. Il fonctionne exclusivement sur des Shopify ou c'est tout CMS? Alors écoute, c'est une bonne question, sachant que nous, on ne travaille que sur des Shopify. J'ai Ok, la main d'accord. que pour les Shopify, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je préfère m'abstenir pour le coup, mais Ouais, en bien tout sûr. cas sur Shopify, ça fonctionne très bien. Non, mais c'est très bien comme ça. Moi aussi, j'adore Shopify. Top, très bien. Donc, on a défini un peu le cadre d'un test. Tu parlais derrière d'avoir un volume suffisant de data pour pouvoir mener ce test correctement. Euh, c'est à partir de quel volume de data et surtout quelle data on doit aller regarder pour pouvoir se mettre dans des conditions idéales et optimales pour un test. La fameuse question. On me la pose extrêmement souvent, celle-ci, mais à juste titre, hein, c'est une très bonne question. Je vais commencer par répondre. Quels sont les data, les metrics qu'on va aller mesurer, enfin qu'on espère atteindre? C'est un nombre de commandes suffisant, un trafic suffisant, une durée suffisante et ce qu'on appelle la signification statistique, avoir tout simplement, alors là pour simplifier, hein, pour simplifier mon propos, l'outil nous le donne directement, avoir une signification statistique, c'est tout simplement par un calcul, savoir que telle ou telle version du site a suffisamment de chances, plus de 95% en général, de chances d'être la version qui apporte le plus de résultats. Donc c'est ces quatre grandes métriques qu'on regarde. Et après, derrière, il y a plein d'écoles différentes. Il y en a qui vont te dire qu'il faut 10 000 visites par version. Il y en a qui vont te dire qu'il faut 1000 commandes par test, des choses comme ça. Moi, généralement, ce que je regarde, c'est un peu l'ensemble, si tu veux. Et c'est aussi là qu'on apporte une expertise, c'est de savoir discerner si oui ou non le test est positif ou non, si c'est un faux positif aussi. Parce que on peut avoir des statistiques qui sont magnifiques au bout de 3 jours. Et si on laisse le test pendant 2 semaines, on va se rendre compte que ça va vite s'inverser, par exemple. Donc ça, c'est très important aussi. Et voilà, et derrière, c'est un petit peu un mélange de toutes ces métriques. Il y a la question de temps qui, pour moi, est ultra importante. On peut pas avoir une conclusion, si tu veux, avant une semaine, 10 jours. Ça me paraît être le strict minimum. Et après, derrière, c'est du bon sens, du discernement et de l'expérience, plutôt. D'accord. Et est-ce que vous faites des tests aussi en fonction des sources de trafic? Imaginons que ce soit que la source de trafic soit du paid social ou de l'organique. Ça reste un trafic qui est certainement avec une chaleur différente, donc potentiellement des conclusions en termes de tests qui peuvent aussi être aussi différentes. Est-ce que ce genre de différenciation, ça fait du sens ou est-ce que finalement c'est intéressant sur le papier, mais dans la réalité, ça va un petit peu trop loin? Ça peut faire sens. Nous, en toute transparence, on n'a pas, en tout cas là, j'ai pas de tests qui me viennent à l'esprit où on a justement pris ça en considération, ou en tout cas où on a split le trafic de cette manière. Par contre, bien évidemment, à chaque hypothèse qu'on émet et chaque analyse de résultat, on le prend en considération. Si on travaille avec une marque qui fait, je sais pas, 90% de son CA sur TikTok, ok, on va en tenir compte et on va du coup analyser en conséquence, bien évidemment. Ok, très clair. Et donc, quand on commence à travailler avec une marque, quand on est Andrea, comment on définit quels sont les premiers tests qui vont être réalisés? Bah écoute, on commence toujours par un audit qui est assez conséquent, où du coup on va, comme le nom l'indique, auditer tout ce qu'il y a à prendre en considération sur la marque par rapport aux concurrents, au marché. Enfin vraiment c'est un audit assez fat.
Et derrière, on fait un paquet de recommandations. Et pour répondre du coup à ta question, ces recommandations ont toutes si tu veux, un degré d'importance, d'urgence. Et en fonction de ça, derrière, on va tisser une roadmap sur 1, 2, 3, 4 mois. On va aller définir quels sont les tests les plus importants, basés en grande partie sur cette priorisation qu'on a mis en place, avec un modèle qu'on utilise qui est assez connu. Et tout simplement, derrière, voilà, on a un petit peu. Il faut rajouter quand même de l'expérience et du bon sens en fonction de ce qui va mettre du temps, ce qui va être complexe à mettre en place, etc., pour que tout fit correctement et qu'on puisse avancer le plus rapidement possible. Mais voilà, c'est une grande question de priorisation et qui découle de pas mal d'expérience. Ouais. J'aime bien la notion de bon sens. Je m'arrête souvent dessus parce que moi, je trouve que c'est une qualité indispensable quand on fait ce métier-là. Il n'y a jamais de recette miracle qui s'applique à tout le monde, mais il y a aussi une intuition et plein d'éléments à mettre ensemble qu'il faut suivre. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, moi aussi, bah, ça doit déjà être la troisième fois peut-être que j'utilise le terme bon sens dans ce podcast. En l'occurrence, on est drivé par la data à chaque fois. Tout ce qu'on fait est pensé grâce à de la data, peut s'exprimer grâce à de la data. Mais derrière, c'est aussi ça dont je parle quand je parle d'expérience, c'est que forcément, il y a un bon sens bah voilà, qui est de l'expérience, tout simplement, toutes les recherches, tout le travail qu'on a fait, toute l'expérience qu'on a accumulée sur les comptes clients, sur nos propres marques à l'époque. Tu vois, il y a tout ça et ça crée ce fameux bon sens sur lequel on s'accorde. Ouais, ouais, bien sûr. Hmm. Très bien. Euh, Si, bah, on va peut-être commencer par rentrer dans le vif du sujet et puis Ok. parler de ces fameux trois tests qui sont à la portée finalement de tout e-commerçant, ou en tout cas pas si difficile que ça à mettre en Hmm. place, mais qui pour autant peuvent apporter des conclusions particulièrement intéressantes. Positif, ouais, totalement. Déjà, toi, comment tu as fait pour identifier ces trois tests-là? Bah, encore une fois, en se basant sur la data et ce qu'on a compris de la marque sur laquelle on travaille à chaque fois. Là, je vais parler, je pense ouais, j'ai trois tests en tête qui sont sur trois marques différentes. À chaque fois, bien évidemment, ça découle de voilà ce fameux audit qui conditionne pas mal la suite de la prestation, hein. Pour les mois durant lesquels on va travailler avec le client, c'est très important. Et voilà, c'est un petit peu toujours ce même système. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, ouais, ça répond à la question, mais ça m'en amène une autre. Tu parles de durée de collaboration. Vous avez un peu une durée moyenne de collaboration avec vos clients pour commencer à avoir des conclusions et une version de l'e-shop vraiment transformée? Alors, vraiment transformé, ça dépend à chaque fois ce qu'entend la personne. Mais moi, ce que j'explique à chaque fois, c'est que on réalise cet audit. Et ensuite, fondamentalement, dès le premier test, on peut avoir des résultats insane, comme ceux dont je vais parler dans quelques minutes. Donc, très rapidement, on peut avoir un retour sur investissement. Il suffit d'un test pour rentabiliser 1 an de collaboration. Donc, très rapidement, on peut avoir des résultats. Et c'est très rare qu'on n'obtienne pas de résultats au bout de 1, 2, 3 tests grand maximum. C'est pas une promesse, mais derrière, c'est extrêmement rare. Même ça ne nous est jamais arrivé. Je crois que le maximum, ça a été au troisième test qu'on obtenait des résultats significatifs. Donc tu vois que très rapidement, on obtient des résultats et c'est ce qui est très beau avec le CRO. Là où sur d'autres expertises, on peut mettre beaucoup de temps avant de trouver la solution, la formule magique. Là, on a des schémas, des choses qui se ressemblent et sur lesquelles on sait qu'on va apporter du résultat assez rapidement. Ouais, et puis j'imagine aussi que les premiers tests sont aussi les plus évidents, donc potentiellement ceux qui vont en créer le plus gros décalage et que plus tu as réalisé de tests, plus les optimisations sont en place, etc., plus ça devient. Enfin, on continue à gagner des points de conversion, mais petit à petit finalement. Alors oui et non. Ce qui est vrai, c'est qu'on commence bah, toujours, on essaie d'apporter un maximum de résultats dès le début, dès le premier au client. Donc on commence bah, avec des tests qui ont vraiment à la fois un fort impact et sur lesquels on a vraiment une bonne trust, on a confiance en ces tests. Ça, c'est une chose, mais à côté de ça, c'est aussi un sujet qui remonte souvent quand je parle avec des personnes qui seraient intéressées par notre service.
C'est, est-ce qu'au bout de 6 mois, 1 an, est-ce que ça vaut toujours le coup? La réponse, c'est que oui, il faut toujours continuer à optimiser. On pourrait, je dis souvent ça, c'est un peu une bêtise, mais supposons que demain, un shop ait 10% de taux de conversion, pourquoi ne pas aller chercher 11%, tu vois? C'est déjà insane, impossible presque d'avoir 10% de taux de conversion, mais pourquoi ne pas aller chercher plus si tu en es toujours capable, tu vois? Donc ça, c'est une chose et à côté de ça, effectivement, un test en entraîne souvent un autre. En fait, quand on obtient des résultats sur un premier test, qu'ils soient négatifs ou positifs, on va très souvent en tirer des learnings, hein. C'est aussi un des grands objectifs du CRO. Et derrière, ça va nous permettre d'avoir plein de nouvelles hypothèses qui vont en découler. Et potentiellement qu'un premier test qui était négatif va nous faire tilter sur une chose, un élément bien spécifique qui va nous amener à un deuxième test qui, lui, va être game breaker, si tu veux. Donc ouais, en fait, on n'a pas de règles de ce côté-là. Moi, je suis persuadé que au bout de 10 ans de collaboration, on pourrait encore apporter des résultats significatifs. J'ai aucun doute là-dessus, tu vois. Ouais, 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 bah c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est même passionnant, je trouve, cette manière de voir aussi l'e-commerce d'une manière assez scientifique. On émet des hypothèses, on les teste et on les valide ou on les invalide. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant comme vision des choses. Et il y a une chose aussi que j'ai l'habitude de dire à mes clients, c'est que tout ce travail que vous allez faire en CRO pour pouvoir améliorer votre taux de conversion, c'est aussi un travail qui va se répercuter sur sur toutes les autres actions que vous allez faire à côté. Euh, c'est assez simple hein, de prendre une calculette et de voir ce que ça pourrait donner si on continuait à faire les mêmes investissements publicitaires avec plus ou moins les mêmes performances, mais si on passe son taux de conversion de 1,75 à 2,15. En fait, la différence, elle est colossale, notamment sur toute une année, et ça vient largement, généralement, venir couvrir ce genre de prestations. Donc, ne pas le faire ou rester aveugle sur ces sujets-là, c'est finalement pas une bonne chose, et parfois, il vaut mieux le voir, enfin, non pas comme une dépense ou comme une ligne de budget en plus à dégager, mais comme un réel investissement qui vient venir récompenser tout le reste. Totalement, il faut absolument, de toute manière, je pense que le CRO, bah, comme tu le disais, enfin, il y a vraiment cet esprit très scientifique et héroïste pour le coup. Mais à la fois héroïste dans le sens où on cherche à avoir un retour sur investissement financier, bien entendu, hein, c'est la base. Mais à côté de ça, il y a vraiment cette notion de learnings dont je parlais à l'instant. Un mauvais test, un test négatif, peut en entraîner un autre qui, lui, sera positif et sera grandement positif même. Ça, c'est une première chose. Et à côté de ça, effectivement, tu vas avoir des répercussions sur le reste des expertises, non pas seulement sur les prestataires, hein, parce que les prestataires, c'est une chose, ils vont en bénéficier. Une agence d'ads, typiquement, va avoir des ROS qui sont bien plus élevés parce que le taux de conversion est bien plus élevé. Et tu vas avoir des répercussions qui sont folles, qui vont te permettre de scaler davantage parce que tu as davantage de rentabilité sur tes ads, parce que tu vas pouvoir dépenser davantage sur certaines créatives qui, elles aussi, vont te donner des learnings. En fait, c'est vraiment, je considère que le CRO, puisque ça touche au site, qui est un peu le centre névralgique concrètement de ton business, tu vas vraiment avoir des répercussions sur l'ensemble de ton business. C'est vraiment un cercle vertueux incroyable. Et c'est aussi ça que j'aime bien avec le CRO pour le coup. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai encore une Ouais. autre question que je voudrais te poser. Comment tu juges, toi, aujourd'hui, le marché du e-commerce français, justement sur ces questions de CRO? Est-ce que tu trouves que la plupart sont assez au fait déjà que le CRO existe et que bah, justement c'est un vrai sujet de travailler en fil rouge son taux de conversion finalement? Mhm. Ou est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a qu'une trop faible portion du marché qui est au courant de ça? C'est une très bonne question et pour t'y répondre assez facilement, assez simplement, je m'étonne toujours quand j'ai des personnes en appel qui sont intéressées par nos services, qui font déjà des millions, voire une dizaine de millions à l'année. Je m'étonne toujours qu'elles viennent pour un service de CRO pour la première fois, qu'elles soient arrivées jusque-là sans avoir mis de CRO en place. Ça paraît assez fou. Donc, ça répond un petit peu à ta question. J'ai l'impression que le marché n'est pas mature. Il y a certaines marques qui font très bien, qui font du CRO et qui le font très bien, avec nous ou d'autres personnes, très clairement. Mais au global, encore une fois, nous, on a la chance d'avoir beaucoup d'appels entrants de personnes qui sont intéressées par ce qu'on propose. Et comme je te le disais, alors oui, tu as des petites marques qui doivent s'intéresser au CRO et à l'augmentation de leur taux de conversion. Mais les plus grosses marques m'étonnent très souvent
de n'avoir rien mis en place ou d'avoir lancé. J'entends aussi très souvent des personnes me dire qu'elles ont fait de l'A/B testing, mais qu'elles ne l'ont pas mesuré, c'est-à-dire qu'elles ont changé une variable sur leur site, sur le thème live, et que une semaine après, elles regardent ce que ça a donné, comme s'il n'y avait pas d'autres variables externes qui pouvaient influencer les résultats. Et on arrive très souvent à des situations où, ouais, je suis assez surpris et j'hésite pas à le dire à ces gens-là avec toute la bienveillance du monde, mais en tout cas, je leur fais savoir qu'il y a du travail. Ouais, bien sûr. Bon, c'est un peu la beauté aussi, la dureté du e-commerce, c'est qu'il y a tellement de choses à Ouais, c'est travailler ça. en continu. Et puis, c'est jamais un travail qui est 100% fini. On peut faire tous les Mmh. meilleurs tests du monde en CRO, faire toutes les meilleures ads, etc. Ça fonctionnera qu'un temps. Et à un moment, il faudra se reposer et se remettre à émettre des hypothèses et tester des nouvelles choses. Totalement, il faut toujours se renouveler et ça, c'est aussi une autre, chose que j'essaie d'expliquer le plus souvent possible, c'est que une marque, qui n'évolue pas, un site qui n'évolue pas plus précisément, c'est un site qui est voué à disparaître, non pas l'année prochaine, mais peut-être, sous 3, 4, 5 ans. Heu, on voit en e-com à quel point ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Un site qui n'évolue pas, c'est un site voué à disparaître, concrètement. Très clair. Bon, allez, on va rentrer dans les trois tests. Je remets un peu de contexte, mais trois tests à la portée de tout le monde, pas si compliqué que ça à lancer, mais qui pour autant ont vraiment beaucoup de sens à effectuer. Est-ce que tu peux me donner justement quel est ce premier test qu'il faut lancer? Alors, tout va dépendre, des marques qui nous écoutent, hein, tout simplement et ce qu'elles peuvent mettre en avant. Le premier test auquel j'ai pensé, qui est un test assez récent que j'ai même partagé sur LinkedIn, vous pourrez aller voir les résultats plus en détail. Mais, c'est tout simplement qu'on constate très souvent que les marques ne mettent pas assez en avant les éléments de réassurance qu'elles ont en leur possession, si on veut. Là, en l'occurrence, on travaillait avec une très belle marque, vraiment une marque parmi nos plus gros clients, en l'occurrence, en termes de revenus générés. Et cette marque a énormément d'éléments à faire valoir, tout simplement, et elle ne le fait pas sur son site. Son site, c'est le site le plus simple du monde, c'est vraiment la source d'acquisition qui leur permet de générer autant d'argent, mais le site est très basique, très bien, très clean, mais basique. Et très peu d'éléments de réassurance, comme je le disais. Et en l'occurrence, alors j'englobe, pour simplifier mon propos, je dis éléments de réassurance, ça englobe un petit peu pas les arguments marketing, mais tu sais, typiquement les questions de garantie, de Made in France, les choses qui vont, au global, rassurer ton visiteur. Et en l'occurrence, cette marque fait du Made in France, fait des produits 100% naturels, des choses comme ça, mais qui ne lui permettent pas vraiment de se distinguer d'autres marques, d'autres acteurs, de ses principaux concurrents. Et on s'est dit: «OK, si on veut rassurer, ces visiteurs qui arrivent sur le site», qui sont, je le précise, c'est assez important aussi, des visiteurs qui viennent, en grande partie de l'influence marketing. Et on sait que l'influence marketing, encore plus en ce moment même, c'est de plus en plus délicat et on a de plus en plus peur de se faire arnaquer concrètement quand on arrive sur un site depuis un placement influenceur. Et donc là, nous, on s'est dit, quelle est la chose qu'on peut mettre en avant qui va à la fois permettre à la marque de se distinguer de ses concurrents, mais aussi de rassurer concrètement ses visiteurs. Bah, c'est tout simplement le fait qu'elle est disponible dans plus de 1000 pharmacies pardon, en France. Et à ce moment-là, on a tout simplement créé un badge très esthétique qui match bien avec le site. On l'a mis bien haut en avant sur la page produit. Et les résultats ont été juste insane. Je crois que c'est plus 16-17% de revenus par visiteur, ce qui correspond à peu près pour cette marque à plus 35 000 environ, hein. Je suis approximatif sur les chiffres, mais plus 35 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Par Donc mois en plus, ok. c'est monstrueux en un test. Ouais, ouais, ouais. Et en un test qui, finalement, une fois que tu as remis chaque chose à leur place, va rapporter aussi potentiellement 35 000 euros en plus tous les mois. C'est assez, comme tu le disais tout à Ouais, l'heure, c'est ça. insane en termes de différence. Hmm. Alors, moi, j'ai plein de questions Super. qui me viennent. Sur les éléments de réassurance, tu parles de Made in France, du fait d'être distribué aussi dans un volume important de pharmacies. Ça, je pense qu'effectivement, c'est trop bien de pouvoir le dire parce que si 1000 pharmaciens ont validé le produit, c'est que forcément, il est d'une qualité prouvée. Est-ce que tu as inclus d'autres éléments
de réassurance, par exemple des avis, des passages TV, etc. Très intéressant, ça tombe très bien que tu parles des passages télé. C'est le test qu'on est en train en ce moment même de mener sur cette marque. Là, c'est plutôt au niveau de la homepage, mais c'est exactement ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment. Et les avis, pour le coup, c'était quelque chose qui était déjà suffisamment bien mis en avant sur le site. Donc, on n'est pas en train de travailler sur cette marque spécifiquement sur ce sujet. Mais oui, et je voudrais juste faire une parenthèse pour montrer aux personnes qui nous écoutent aussi l'importance de tester. Tu vois, typiquement, ça peut paraître évident pour certaines personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être un certain niveau en e-commerce, de mettre en avant les pharmacies. Ça peut être même logique, on pourrait presque apparenter ça à un quick win, mais pourquoi nous, on a cherché à le tester? Parce qu'on va chercher plus loin que ça. On va se poser la question de si l'information comme quoi le produit est disponible dans plus de 1000 pharmacies en France ne peut pas cannibaliser les ventes. Est-ce que on n'aurait pas des visiteurs qui se diraient à ce moment-là, ok, là le produit il va me coûter X, si je vais en pharmacie, il me coûtera X sans la livraison. Tu vois, on se pose cette. Est-ce que si je descends à la pharmacie du coin, je vais pas trouver ce produit et l'avoir dans mes mains dans 10 minutes alors que je dois attendre 3-4 jours pour l'avoir et moyennant peut-être 5 euros de frais de livraison, par exemple. Donc voilà pourquoi on va tester aussi ce genre de choses. On aurait pu avoir un effet inverse. Alors que ça peut paraître évident pour 99% des personnes que c'est un vrai argument d'autorité presque de mettre les pharmacies en avant. Ouais. On ajoute une petite couche de bon sens, comme on en parlait tout à l'heure, à l'intérieur, qui est évidemment très personnalisé en fonction du test qu'on a devant nous. Ouais, Euh, je reviens sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, notamment sur les passages télé que vous testez sur la homepage. C'est quoi le niveau de répartition des tests entre ce qui se passe sur une page produit versus sur une homepage, et est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler l'UX et tout simplement sa homepage? ouais, bah écoute, moi je vais être très sincère avec toi et avec les personnes qui nous écoutent. Pendant longtemps, quand j'étais moi-même e-commerçant, je sous-estimais beaucoup la homepage et certainement à juste titre parce que j'envoyais plutôt mon trafic vers la page produit et donc ces personnes n'avaient pas trop l'opportunité d'aller sur la homepage, ça n'avait donc pas trop d'impact. Là, pour une marque comme celle-ci, qui, comme je le disais, passe par de l'influence et renvoie donc sur sa homepage, on peut partir du principe que, allez, Ouais. sans donner des chiffres trop précis, 80% du trafic se rend sur la homepage. Donc ne pas l'optimiser serait une aberration puisque on va avoir peut-être, je dis une bêtise encore une fois, hein, mais 30-40% de ce trafic qui va arriver sur la page produit, mais 80% sur la homepage. Donc on a Mhm. plus de Bien sûr. personnes à aller reconvertir, convaincre si on veut sur la homepage. Donc oui, ça peut avoir du sens. Nous, on sait que, bien évidemment, la page qui convertit, c'est la page produit. C'est là où on ajoute au panier, etc. Donc, on travaille énormément dessus. Mais il y a certains cas, comme celui-ci, où la homepage, ça fait totalement sens. Et il ne faut pas le sous-estimer comme je pouvais le faire il y a encore 4-5 ans. Ouais, bien sûr. Oui, effectivement, tu regardes au départ où est-ce que où est-ce que la majorité des visiteurs arrivent sur le site. Si tu vois que la porte d'entrée, c'est la homepage plutôt que la page produit dans la plupart des cas, bah, effectivement, ça doit faire du sens de l'optimiser, de faire des tests dessus. Euh, Très bien. J'avais une autre question sur un peu la mise en place de ces éléments sur une page produit. Euh, Si c'est possible, peut-être que tu pourras m'envoyer des exemples, des captures, etc., qu'on mettra sur la vidéo pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, et puis peut-être disponible en description pour ceux qui écouteront sur Spotify, ou justement juste avec l'audio, pour que vous puissiez avoir des visuels et que ce soit facile à imaginer pour vous. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu s'il y a un ordre à respecter? Est-ce que ça doit être tout au-dessus de la ligne de flottaison, etc. Alors, il n'y a pas d'ordre à respecter à proprement parler. Par contre, oui, tu viens de dire, je pense, le mot-clé, enfin les mots-clés en l'occurrence, c'est au-dessus de la ligne de flottaison, above the fold, comme on dit. C'est évidemment très important, puisque beaucoup des visiteurs qui arrivent sur une page, quelle qu'elle soit, homepage, page produit, collection, tout ce qu'on veut, collection c'est un petit peu différent, les gens ont plus tendance à scroller, mais en tout cas sur une home ou une page produit, on va peu scroller. On a les informations en haut, très souvent l'information que les gens cherchent, c'est le prix. Donc, ils ne vont pas scroller davantage, avoir plus de détails, encore plus quand ils viennent d'une ads qui leur a déjà un petit peu expliqué, qui les a déjà préchauffés, préqualifiés pour un achat. Donc, effectivement, nous, notre but, c'est que les modifications qu'on met en place et sur lesquelles on est très confiant soient vues par le plus grand nombre.
Donc à ce moment-là, ça se fait souvent above the fold, au-dessus de la ligne de flottaison. D'ailleurs, peut-être petite définition pour les gens qui écoutent. Euh, la ligne de flottaison, c'est tout simplement quand vous arrivez, alors on va prendre le mobile, vous arrivez sur votre mobile, c'est ce que vous voyez directement au premier regard, sans avoir à faire d'action et de scroller. C'est tout ce qui est au-dessus de tout simplement tout ce que vous voyez directement, pour faire au plus simple. Très bien. Et je pose la question, mais je pense connaître la réponse en même temps, mais c'est important d'en parler. Tu viens de parler de la version mobile. Vos tests, est-ce que vous les réalisez d'abord sur une version mobile et ensuite vous déclinez sur une version desktop? Vous le faites dans l'autre sens? Vous faites sur les deux en même temps? Les 2 en même temps, direct, on fait les 2 en même temps et non seulement pour une question, d'harmonisation, du site, que voilà, le travail soit bien fait, on fait pas les choses, à moitié, mais aussi parce que, ce serait une grosse erreur, de mon point de vue, de ne faire le test que sur, mobile ou que sur desktop, mais la plupart du temps que sur mobile. Parce que, on peut avoir des tests, des résultats qui sont surprenants, des tests qui sont négatifs sur mobile, mais qui sont positifs, voire ultra positifs sur desktop. Et à ce moment-là, on les pousse que sur desktop. Ça a été le cas très récemment. Bah, je partage un test supplémentaire. On a travaillé sur ce qu'on appelle le fil d'Ariane, les breadcrumbs, sur une marque qui a un catalogue assez large. On s'est posé la question de si oui ou non ça pouvait avoir un impact d'ajouter ce fil d'Ariane. Et la réponse a été non sur mobile. Par contre, elle a été positive, voire même très positive sur desktop. Et à ce moment-là, on la push que sur desktop parce que voilà, ça, on pouvait se le permettre, tout simplement. Donc ça aurait été une erreur de ne le faire que sur mobile. Et de base, quand vous imaginez le test, est-ce que vous l'imaginez plus d'abord pour une version mobile ou enfin, j'imagine que c'est plus imaginé pour que ça fonctionne bien sur mobile et ensuite vous déclinez sur desktop? Alors, dans la réalisation, au contraire, on travaille quand on maquette d'abord sur desktop pour ensuite réduire le format et passer sur mobile. C'est un processus qui est plus simple que faire l'inverse. Passer de mobile où on a une super maquette qui fit parfaitement, devoir l'extend, enfin l'agrandir pour la version desktop, c'est se compliquer la vie. Alors que sur desktop, on passe sur la version mobile, c'est beaucoup plus simple. Tout en sachant que, bien évidemment, nous, on a toujours en tête la version mobile. On sait déjà à quoi ça va ressembler. C'est le main focus. Toutes les marques avec lesquelles on bosse ont entre allez, 75 au minimum et 90-95% de leurs visiteurs sur mobile. Donc, bien évidemment que c'est là qu'est notre focus. Bien sûr. Top, très bien. Bon, on a eu un bon premier conseil et demi, on va dire, parce que le premier conseil, c'est le fait de rajouter de la preuve sociale sur sa page produit ou même sur sa homepage. Tu nous as aussi partagé le fait de tester le fil d'Ariane sur mobile et sur desktop. On va passer au deuxième test. Quel test tu nous as préparé en deuxième position? Alors, de quoi je vais vous parler? Alors, juste, je fais une petite précision. Bah, le deuxième test, voilà, je l'ai en tête, dont je vais vous parler, c'est comme le premier, c'est des choses qui sont très actionnables. C'est vraiment le but. Je reviens en une minute sur le premier test. C'est des choses qui sont à la portée de tout le monde. Tout le monde est capable de mettre un petit bandeau, justement. Bon, tout le monde n'est pas en pharmacie, mais tout le monde peut avoir des arguments comme ça qui ne sont pas suffisamment exposés sur la page. Et à ce moment-là, juste rajouter ça, utiliser un outil comme IntelliGems et lancer un test en quelques clics. Ça ne demande pas de développement, ça ne demande pas d'avoir des UX designers. C'est très simple. Donc voilà, juste une petite précision. Et ça va être le cas effectivement aussi pour le deuxième test. On a une marque avec laquelle on bosse et on adore bosser. On a une amie qui travaille pour cette marque. Qui du coup vend des produits qui sont assez chers, qui vont être des produits aux alentours des 150 à 200 euros. Et comme en fait, à ces prix-là, on a des personnes qui sont très réticentes, encore plus réticentes au prix. C'est le cas à chaque fois, même pour des produits à 20-30 euros, il y a toujours cette question de prix. Mais bien évidemment qu'aux alentours de 200 euros, c'est d'autant plus important. Et à ce moment-là, proposer le paiement en 3 fois sans frais, ça paraît être une évidence et que beaucoup de marques ont compris, dont cette marque qui le proposait déjà, mais qui faisait l'erreur de ne pas le mettre en avant sur la fiche produit. C'est-à-dire que le client n'apprenait qu'il pouvait payer en 3 fois sans frais qu'au moment où il était au checkout et qu'il voyait ses options de paiement aux côtés de Apple Pay, PayPal, etc.
Ce qu'on a donc fait, c'est juste, là, en l'occurrence, il passe par Klarna. Klarna, comme beaucoup d'autres applications, modes de paiement, de ce style en 3 fois sans frais, propose une petite application sur le Shopify App Store. On l'a tout simplement téléchargé, on a fait un test de thème avec, sans ce petit widget qui montre en fait, le gros logo Klarna et qui dit: «OK, bah, un produit à 180 € ne vous coûtera pas 180 € tout de suite, mais 3 fois 60». On a affiché ce petit widget et les résultats, encore une fois, ont été insane. Là, pour le coup, on avait généré à peu près plus 12-13% de revenus par visiteur, ce qui revient à peu près à 12-13 000 euros approximativement pour cette marque par mois, de revenus supplémentaires par mois. Donc, encore une fois, c'est ultra conséquent. Et c'est un test qui est même peut-être encore plus simple que le précédent parce qu'il suffit d'installer une application. Et, euh, et pour des marques qui vendent peut-être, alors j'anticipe peut-être, mais je pense que une des questions que beaucoup de personnes vont se poser, c'est à partir de quel prix, quel panier moyen ça vaut le coup de proposer ça. Je dirais que aux alentours de 20-30 euros, ça va pas être nécessairement très très important, et qu'il n'y a pas de prix minimum. Par contre, il y a un cap à partir duquel c'est honteux presque de ne pas l'avoir. Je dirais qu'à partir de 50-60 euros déjà, une marque qui ne l'a pas perd beaucoup de ventes. Euh, donc c'est très important. Méga intéressant parce que j'imagine que énormément de marques qui ont un panier moyen aux alentours de 50-60 euros ne le proposent pas. Hmm. Euh, c'est intéressant de le mettre en avant parce que parfois on peut se dire non mais les gens vont pas payer en 3 fois un panier de 50 euros. Néanmoins, si toi tu as fait l'expérience et que tu as vu que ça a augmenté de manière assez considérable bah, les conversions qu'on pouvait avoir derrière, du Hmm. coup, ça vaut vraiment le coup de le faire. Soit c'est un de tes conseils numéro un que tu donnes. Alors, non pas que ce soit forcément la priorité, pour tout le monde en tout cas, mais en tout cas, c'est un des tests et qu'on a mené plusieurs fois et qui à chaque fois a mené les mêmes résultats, hein. On est arrivé à chaque fois aux mêmes conclusions. Non seulement il faut donner cette possibilité, mais en plus, il faut l'afficher. Ça, c'est une chose que beaucoup de marques font. En fait, quand on est fondateur, quand on travaille pour une boîte, une marque e-com, on a toujours en tête ce qu'on fait de bien, le Made in France, les pharmacies, le Scalapay, Klarna, paiement 3 fois sans frais, ce genre de choses. On l'a toujours en tête, mais en fait, on se rend pas compte que nos visiteurs ne l'ont pas en tête. Quand ils arrivent sur le site, eux, si on leur affiche pas en énorme au-dessus de la ligne de flottaison, la fameuse, euh, ça va passer à la trappe tout simplement. Donc, en fait, ils vont pas s'en rendre compte. Et à ce moment-là, c'est aussi un de nos enjeux de le rappeler, de le mettre bien en avant, de façon à ce que l'information elle soit comprise et qu'elle permette d'optimiser le fameux taux de conversion. Ouais, bien sûr. Combien de temps pour mettre en place un Klarna sur un Shopify? Alors, l'application, c'est 5 minutes. Par contre, pour se faire accepter par Klarna, Scalapay, Alma, etc., ça peut être un petit peu plus long. Faut passer par la boîte directement, être en Ouais, contact avec eux. Ça se fait, hein, c'est relativement simple quand on a une boîte clean, oui. etc. Mais il y a des vérifications, donc ça peut être un petit peu plus long. Mais c'est un test qui en vaut vraiment la peine pour le coup. Ouais, bien sûr. Donc, en tout cas, l'installation technique, c'est 5 minutes. 5 minutes fois, enfin, divisé par 12 000 euros de revenus en plus. Le ROI, il est énorme. Et parfois, on peut passer des heures et des heures comment dire, à regarder des optimisations qui vont pas avoir autant d'impact, alors que, comme tu le disais, il existe des solutions, des tests à mettre en place qui sont très rapides et qui peuvent faire toute la différence. Enfin, 12 000 Ouais. euros de revenus à la fin de l'année, c'est juste gigantesque que ça peut ramener en plus comme revenu, quoi. C'est ça, exactement. Et en l'occurrence, il y a ce qu'on constate, nous, c'est que on va pouvoir faire des tests, des grosses features. Les clients, ils sont souvent demandeurs de ça aussi. Ils nous payent aussi pour avoir des changements visuels sur leur site. Nous, ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. On a fait un paquet de grosses maquettes, grosses intégrations qui demandent du temps, qui sont très complexes, précises et sur lesquelles on a de l'espoir mais qui finalement ne s'avère pas intéressante ou si intéressante que ça, elle valait pas justement le calcul que tu viens de faire, 5 minutes pour 12 000 euros générés par mois supplémentaires, bah parfois c'est l'inverse. On se rend compte que on a un test qui va rapporter peut-être 1 000 euros de plus par mois, ce qui à l'échelle des marques avec lesquelles on bosse ne va pas avoir un gros impact, alors qu'on y a passé des heures, des journées, même potentiellement des semaines. C'est très 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 rare, mais ça peut arriver. Et à ce moment-là,
on se rend compte que voilà, c'était pas le bon choix, que, on a été un peu pris par, la demande aussi souvent du client qui veut du changement visuel sur le site. Ça, c'est important de les «canaliser» entre guillemets, là-dessus. Donc, ouais, il y a des choses très simples et très actionnables à mettre en place, dont ces 2 tests et d'autres tests dont on va pouvoir parler. Très, très intéressant. Et puis je reviens aussi sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, où il faut amener l'information et pas se dire, bah, de toute façon, s'ils veulent le savoir, ils iront le chercher eux-mêmes. Quand on est sur Internet, enfin, quand on est sur son smartphone même, on est à chaque fois dans une situation, on est tous très passifs, on est dans notre lit, dans notre canapé, et c'est une situation où il ne faut pas demander trop d'efforts à un internaute. Donc, bah, s'il y a des informations qui sont essentielles à savoir pour lui, pour pouvoir l'accompagner dans sa décision d'achat ou non, bah, il faut pouvoir lui apporter et lui servir sur un plateau ces informations. Ah ouais, voilà, c'est exactement ça. Servir sur un plateau, c'est totalement, ce qu'il faut faire. On le met en évidence. Le client n'a pas à aller le chercher à notre place, en fait. Ça lui est servi sur un plateau, tout simplement. Très bien. Et est-ce que c'est intéressant de mettre d'autres méthodes de paiement? Est-ce que ajouter un Apple Pay, etc., ça vaut le coup? Ou est-ce que finalement c'est trop évident? Enfin, qu'est-ce que tu en Alors, penses, toi? sur Apple Pay spécifiquement, on a plusieurs de nos marques qui sont vraiment très, 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 comment dire? Attachées à Apple Pay, qui, nous font vraiment savoir qu'il y a eu un avant-après, la mise en place d'Apple Pay. Donc ça, on le recommande, assez fortement. De façon générale, tu vas aussi avoir des plateformes comme Just qui fonctionnent, vraiment plutôt bien. Et sinon, je pense que vraiment le paiement 3 fois sans frais, ça reste un petit peu la base et après, bien évidemment, PayPal sur certains marchés spécifiquement. C'est valable partout, mais des marchés comme l'Allemagne, l'Italie, etc., ne pas avoir PayPal, c'est une aberration. Et un Apple Pay, tu recommandes de le mettre en avant directement sur la page produit ou plutôt au Non. moment du checkout? Ouais, plutôt au moment du checkout. Nous, on n'a jamais été trop fan de rajouter, tu sais, PayPal Express Checkout, Ouais, bien Apple sûr. Pay, etc. Just, c'est un petit peu différent. Et nous, on aime bien aussi l'avoir aux cartes. Mais ouais, sur ces boutons, enfin, sur ces moyens de paiement, on préfère les avoir au checkout, donner la possibilité. Ça rejoint toujours le checkout Shopify en l'occurrence, donc c'est OK. Très bien, top. Non, mais effectivement, Apple Pay, c'est tellement important. Moi, ma dernière commande, je l'avais commencé sur mon ordinateur. Et en fait, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai mis le produit au Ouais. panier parce que bah, j'avais Apple Pay, j'avais pas envie d'aller chercher ma carte qui n'était pas avec moi à ce moment-là, quoi. Et encore, nous, on a la chance d'utiliser quand même beaucoup d'applications d'applications de banque, je veux dire, sur lesquelles on peut retrouver nos numéros de carte. Et quand on pense à des cinquantenaires qui sont pas nécessairement chez des néobanques, c'est tout de suite plus galère d'aller chercher son portefeuille et tout. Donc, ouais, 100%. Très bien, top. Tu vois des choses à ajouter sur ce second test à réaliser? Non, je pense qu'on a fait le tour. Si on peut rajouter quand même une petite chose, c'est que, encore une fois, il faut réfléchir, toujours à la place du visiteur, du potentiel client et penser que, bah, le paiement, c'est quand même l'étape finale. C'est ce qu'on cherche, c'est notre objectif. Donc c'est sur ces éléments aussi qu'il faut avoir un gros impact. Il y a tout le travail du UX, de branding dans une certaine mesure et cetera. Mais à la fin, avoir les bons moyens de paiement adaptés à notre cible, tout simplement, ça fait quand même sens. C'est clair. Et, et je pense que c'est bien toujours. Bon, c'est un exemple qui est un peu tiré par les cheveux, bien évidemment, mais s'imaginer aller dans un supermarché, faire ses courses et se rendre compte qu'à la fin, bah, quand on passe à la caisse, ils acceptent que les chèques. Ouais, Euh, mais c'est exactement ça. Bah, en fait, dans ces cas-là, il y a tellement de personnes qui vont laisser leur panier devant la caisse et qui vont partir faire leurs courses ailleurs. Là, Bien c'est sûr. exactement la même chose. Ah, mais c'est exactement ça. C'est ce qui arrive à des personnes qui scale en Allemagne sans PayPal, qui scale en Belgique sans... j'ai perdu le moyen de paiement. Oui, oui, oui. Tous les moyens. On le retrouvera, mais je vois duquel tu parles. C'est ça. Moi non plus, j'ai plus le nom. Très bien, top. Bah, on passe au troisième test. Ouais, ok. Alors toujours quelque chose d'actionnable très facilement et peut-être même que ça va être le plus simple et même le plus simple à visualiser. Nous, on utilise pas mal d'outils d'analyse, d'analytics, etc. Et on se rend compte avec les heatmaps, avec ce genre d'outils, que bah, certaines sections ne sont pas du tout intéressantes pour l'audience. Ça, c'est un constat que je fais vraiment sur 99% des sites que j'audite. C'est
Alors, on a la bannière qui fonctionne à peu près, mais la deuxième section ne sert à rien. Sur une page produit, la deuxième section, pareil, ne sert strictement à rien. On n'a pas de clic, on n'a pas de zone d'attention, de zone chaude si on veut, sur certaines sections. Et à ce moment-là, bah, quand on analyse ça, très souvent, ça paraît trop simple, trop beau pour être vrai, mais il suffit d'inverser cette section avec une autre plus bas sur la page qui nous semble plus importante et on obtient des résultats assez insane. On est justement en train de mener un test pour un de nos gros clients en ce moment même et voilà qui est en cours de finalisation et qui va être genre qui va apporter bah, des très beaux résultats une fois de plus. On a simplement constaté que sur une de leurs pages, il y avait un bandeau, un énorme bandeau qui prenait beaucoup de place, qui ne servait pas à grand-chose. En tout cas, c'était notre hypothèse et ce qu'on avait constaté via l'audit. Et directement, on a tout simplement, là, alors cette fois-ci, pour être plus précis, on l'a hide, on l'a caché, on a enlevé ce bandeau plus qu'on ne l'a inversé avec une autre section. Mais en fait, c'est travailler sur la structure de sa page. C'est un petit peu ça en définitif, ce qu'il faut retenir, c'est de travailler sur une structure qui soit la plus cohérente possible, baquée par justement ce qu'on constate avec nos outils d'analyse, voir que voilà, la première et la cinquième section, la première n'intéresse pas du tout, alors que la cinquième, les gens s'arrêtent dessus, alors qu'elle est assez bas sur la page. Ok, si on les inverse, qu'est-ce que ça donne? Si au contraire, on ne voit pas une section qui est sous-estimée, on va dire, dans la structure, bon, bah, juste cette première section, on la dégage et on voit ce que ça donne. Ce sont des exemples comme ça et ça fonctionne aussi très bien parce que bah, juste quand on force le scroll pour aller trouver des informations, ça fonctionne rarement bien. Très bien. Et tu parlais de Hotjar, c'est l'outil que vous utilisez pour pouvoir savoir où est-ce que les gens cliquent, les zones chaudes, les zones froides, c'est ça? Alors, on a beaucoup utilisé Hotjar, mais non, on utilise aujourd'hui Microsoft Clarity. D'ailleurs, je le précise, c'est un outil qui est gratuit, comme les Google Analytics, comme le sont les rapports sur Shopify. Euh, ça, vous avez déjà un panel, comment dire, ouais, un panel de data, on va dire, de fou furieux. Genre, ça suffit déjà à émettre des dizaines d'hypothèses sur votre shop avec ces trois outils gratuits. Très intéressant. Tu m'apprends quelque chose. Moi, j'étais un peu resté bloqué sur Hotjar. Je ne connaissais pas Le classique, ouais. Microsoft Clarity. Donc ça, c'est un outil gratuit. C'est quoi? C'est une extension Chrome, une extension qu'on ajoute sur une application Shopify qu'on télécharge? Alors, ils ont une extension Chrome, mais dont je suis pas fan. Je l'ai testé même très récemment et j'étais pas très convaincu. Mais non, c'est tout simplement exactement la même chose qu'un Hotjar. T'as leur site, si t'as un site Microsoft, et tu set up la balise, la totale, et il enregistre les sessions sur ton site. Et après, tu peux aller analyser ça directement depuis leur site. Très bien. Donc un outil gratuit qui permet de savoir où est-ce que les gens cliquent et où cliquent pas, et ensuite de pouvoir réorganiser sa page produit, notamment pour optimiser sa conversion. Ouais, totalement. Les heatmaps, screen record, les scroll maps, on a vraiment tout. On a les zones d'attention. Enfin, c'est un outil qui est quand même très complet. Il y a parfois des petits bugs, clairement, mais par rapport à l'information, la data à laquelle ça nous donne accès, ça vaut mille fois la peine. Trop bien, top. Et est-ce que vous avez identifié des deuxièmes parties qui reviennent le plus souvent et qui fonctionnent bien, je sais pas, une FAQ ou ce genre de choses? Alors, c'est une bonne question. Encore une fois, en fait, je voudrais pas faire de généralité. Par contre, là, tu parlais de la FAQ, c'est souvent très important. Par contre, ça vient un peu plus bas sur la page pour les plus sceptiques, généralement. Mais c'est aussi intéressant de d'avoir, tu sais, les petits accordéons qu'on a au niveau de la fin du bloc produit. On a souvent des petits accordéons, la description, le guide d'entretien, parfois. Et là, mettre une petite FAQ, c'est intéressant. Mais sinon, généralement, qu'est-ce qu'on a constaté? Non, c'est vrai que l'accordéon, on revient souvent, on peut presque considérer ça comme une section. On peut avoir une petite section un peu type branding, entre guillemets, où on va remettre des éléments positifs de la marque, si on veut. Et sinon, je pensais à l'instant à autre chose. Ah oui, et souvent aussi, on peut avoir un petit, le fameux bloc upsell fréquemment acheté ensemble, ce genre de choses, ça fonctionne aussi bien et c'est souvent ce qu'il y a déjà sur les marques sur lesquelles on intervient. Ouais, ouais, effectivement, j'aime bien moi, notamment pour les marques de prêt-à-porter. Hmm. Euh, Si je vois une chemise qui me plaît et le jean qui est porté avec et que j'ai directement le lien vers la page produit, c'est effectivement intelligent. Je me suis
déjà, je l'ai refait avoir, mais je me suis pas fait Ouais, c'est avoir, mais ça m'a déjà permis d'aller dans une direction dans laquelle je ne serais pas allé, mais qui m'a permis d'acheter un mmh. produit en plus personnellement. On en revient, juste excuse-moi, hein, mais en amont, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut mettre en avant les choses, qui font sens. Là, ça s'apparente typiquement à ce qu'on disait tout à l'heure sur le paiement en 3 fois sans frais. Toi, comme moi, comme n'importe qui, on arrive, on veut acheter une chemise, si on voit pas le jean qui va avec, bah, c'est pas forcément obvious d'aller, chercher, de repasser par le menu et d'aller trouver, ce fameux jean. Non, là, si tu me le mets en avant, c'est à moi de prendre la décision, mais en tout cas, j'ai tous les éléments à ma «disposition» entre guillemets. Ouais, exactement. Trop bien. Tu vois des choses à ajouter sur ce troisième test? Pas nécessairement sur ce troisième test, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment, de façon générale, revoir la structure. J'ai essayé de pour les 3 tests là dont on vient de parler, à chaque fois de parler en fait, il faut élargir un peu le propos, comprendre que le troisième test, c'est une question de structure de nos pages, que le deuxième test, c'est une question des moyens de paiement qu'on met à disposition et encore une fois ce dont on vient de parler à l'instant, de mettre en avant les bons éléments sous les yeux du client, lui donner le choix, lui donner cette information pour qu'il prenne, sa décision derrière et le premier c'est de mettre en avant tout ce que vous faites bien, pour la marque, au travers de la marque. Que ce soit des questions de livraison, de garantie, de paiement en 3 fois sans frais aussi dans une certaine mesure, de disponibilité en pharmacie, de boutique physique. Tous ces éléments, on les met en avant. Donc ça, c'est vraiment les 3 alors 3 parmi tant d'autres grandes leçons que je peux partager aujourd'hui, c'est de travailler sur ces différents éléments. Ouais, on va se cantonner aujourd'hui aux 3 tests faciles à mettre en place qui peuvent avoir un gros impact. Ça donne clairement envie d'en parler de plein, d'autres tests, mais dans ces cas-là, on fera un échange de plusieurs heures. Pour autant, ce sera peut-être l'occasion de refaire un prochain épisode ensemble, un petit catch-up dans quelques temps pour parler d'autres tests que toi tu mets en place. On en a cité quelques-uns, ajouter les produits associés, les fils d'Ariane, etc. Mais il en existe tellement d'autres. Ouais, clairement, c'est sans limite. C'est ce qu'on se disait au début de ce podcast. Top. Et aujourd'hui, est-ce que bon, il y a un sujet qui est vraiment d'actualité, mais sur plein de métiers différents, mais surtout, en tout cas, l'e-commerce n'en fait pas exception. C'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous, aujourd'hui, notamment avec les récentes actualités liées à Shopify, etc., est-ce que vous voyez des évolutions dans votre métier qui vont arriver avec tous je vais les reprendre, avec tous ces nouveaux outils-là? Alors, la réponse évidente, c'est oui. Maintenant, lesquels, on les a pas nécessairement encore bien trouvés et on les exploite pas nécessairement suffisamment de mon point de vue. Alors, tout ce qui est arrivé il y a maintenant déjà 2-3 mois, quelque chose comme ça, avec les images qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup mieux faites qu'elles ne l'étaient il y a encore quelques mois auparavant. Ça, je trouve ça très intéressant. On l'exploite pas du tout à ce jour, d'avoir des images produits, des images de façon générale assez réalistes. Je vois de plus en plus de sites par contre qui l'exploitent. Moi, je suis toujours un petit peu réticent parce qu'on sent encore la patte de l'IA. Par contre, faut pas se leurrer, ça sera très vite d'actualité. Aujourd'hui, nous, on l'exploite pas et on fait toujours nos maquettes sur Figma à la main, entre guillemets. Par contre, c'est une évolution qui va être flagrante, je pense. Et derrière, moi, c'est vrai que j'essaie de mener quand même des tests, notamment sur les questions d'analyse. Je considère qu'aujourd'hui, l'IA, comme moi je l'exploite, n'est pas suffisamment intéressante pour faire les bonnes recommandations. Elle prend pas suffisamment de variables en compte. Et ça paraît fou de dire ça comme ça, hein. Bien évidemment, je ne me crois absolument pas plus intelligent. Mais par contre, j'arrive pas encore suffisamment à la manier pour qu'elle me fasse les bonnes recos. Par contre, en termes d'analyse, j'ai l'impression que ça tend à être de mieux en mieux, donc ça pourrait déjà me faire gagner beaucoup de temps sur la partie purement CRO. Voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais j'ai pas. Et après aussi, pardon, il y a juste une petite chose sur la partie dev. On utilise déjà l'IA pour nous simplifier, nous aider, nous faire aller plus vite sur toute la partie intégration. Mais encore une fois, je trouve que ça reste encore un peu trop léger pour que vraiment ce soit totalement game changer. On fait encore l'écrasante majorité du taf à la main comme si on était il y a 10 ans, tu vois. Enfin, Ouais, bien sûr. on s'est compris. Et je précise qu'on enregistre cet épisode en juin 2025 et Ouais, peut-être qu'en exact. septembre 2025, ton avis sur le sujet sera Ouais, totalement différent dans le sens ouais. où ça évolue tellement vite. C'est très probable même. Alors je sais pas si ce sera en septembre, mais en Oui, tout oui. cas,
quand on suit un petit peu ce qui se passe, je pense que ça va aller très 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 vite, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, bien sûr. Non, enfin, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur le sujet. Je pense qu'on a tous plus ou moins une vision de ce que ça va avoir comme impact sur nos métiers, mais une vision qui reste assez floue. Peut-être moins de place, enfin, moins de temps à consacrer à tous les sujets opérationnels qui peuvent prendre du temps, mais plus de place pour de la créativité, de la stratégie. Euh, c'est plus dans ce sens-là, personnellement, que je le vois. Ouais, et j'espère aussi que ça ira plutôt dans ce sens-là, si on parle vraiment de nos métiers, et je pense que c'est valable autant pour toi que pour moi, c'est d'avoir, comment dire, un énorme, encore plus que ça ne l'est déjà, un énorme gain de productivité, sans que pour autant tout le travail soit fait et qu'on ait toujours une expertise à apporter sur le marché, ouais. Très bien. Je vais terminer par te poser mes habituelles questions. Euh, Est-ce que tu as une marque e-commerce, soit que tu consommes ou qui t'inspire, ou une marque avec laquelle tu aimerais absolument travailler, que tu pourrais me citer? Bonne question que je consomme. Alors Greenway, qui est la marque d'un très bon ami qui habite à 10 minutes d'ici, qui a fait une des plus belles marques du marché français selon moi. Donc Greenway. Derrière, marques qui sont intéressantes. Je pense que pour répondre, c'est une des rares marques que je consomme. Hormis, on a la chance d'avoir des clients qui à chaque fois nous envoient leurs produits et donc je consomme un petit peu chaque produit comme ça. D'ailleurs, je recommande très vivement Detective Box. C'est vraiment très très sympa au passage. Euh, Parmi les marques que je trouve vraiment pas mal, Naali fait partie des marques dont le site, je parle vraiment de la partie website, je la trouve plutôt réussie et c'est, je trouve, un des rares sites en France d'un vrai bon niveau. Pas sur tout, mais en tout cas, il y a des très bonnes idées à prendre chez eux. C'est ce qu'on fait aussi, en toute sincérité. Donc ouais, voilà, Greenway pour la marque que je consomme parmi tous nos clients et Naali, une marque que je trouve très cool. Très bien. Et ma dernière question, est-ce que tu as un invité que tu me recommanderais justement d'inviter dans ce podcast? Bah écoute, je vais profiter de mon réseau andorran. Ouais, bah on a un beau réseau, pas mal d'amis ici et beaucoup qui sont en e-com en Andorre. Je parlais de Greenway à l'instant, donc il Ouais, y aurait éventuellement Louis, il y aurait Hugo de la marque Flytex aussi, très bon ok. ami. Et Flytex? après, Flytex, ouais, une Ok, marque qui fait beaucoup de bons résultats, qui est vraiment impressionnante, surtout depuis voilà quelques mois, quelques années maintenant. Et deux mecs très intéressants. Et sinon, sur l'aspect plus agence, bah, je pense directement à un autre ami, Thomas, de l'agence Email Club. Voilà, ce sont trois très bons amis avec qui on passe pas mal de temps ici en Andorre et qui sont des cracks vraiment dans l'e-commerce. trop bien, Mm. top. Eh ben écoute, merci beaucoup Andrea pour À tous toi. tes précieux conseils. Je suis très content parce que l'épisode va être vraiment très opérationnel. Euh, la personne qui l'écoutera, l'e-commerçant qui l'écoutera, il pourra tout de suite après l'épisode aller appliquer les quelques tests que tu nous as recommandés. Alors attention, un à la fois si on veut vraiment tester et voir si ça a de l'impact, mais vraiment des conseils très opérationnels. Donc c'était très intéressant. Merci beaucoup Andrea. Bah, je t'en prie, et merci surtout à toi pour cette invitation. Et ouais, effectivement, on a essayé de faire quelque chose d'assez actionnable et qui va permettre, je le précise, si votre data et votre analyse va dans ce sens-là, de tester des choses comme celle dont on a parlé aujourd'hui. Très bien. Eh ben, merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'ADS et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.